Bienvenue à l'épisode 17 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Aujourd'hui, je serai encore une fois en présence de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. On va te raconter notre histoire. On va te raconter d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, sur quel type d'expérience on a bâti H2H Academy. Et à travers ça, on va te partager une histoire assez croustillante, une histoire de prison dans laquelle Pierre-Luc s'est retrouvé. Je t'invite à regarder ça. On se voit de l'autre côté. Écoute, on se cassera pas la tête pour commencer, PL. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de permettre aux gens, peut-être qui nous connaissent un peu moins, qui nous trouvent des fois, soit sur YouTube, sur Spotify, voire même sur TikTok, des channels sur lesquels on est peut-être plus nouveau, puis que les gens nous connaissent un peu moins. Ben, juste qu'ils sachent un peu qui on est, d'où on vient, c'est quoi notre histoire derrière tout ça, derrière H2H Academy. Puis ben comme que, gars, c'est toi qui as le plus d'ancienneté en vente, c'est toi qui as le background le plus loin. Ben, j'aimerais ça qu'on commence par t'introduire puis que les gens comprennent bien qu'est-ce que tu as fait, c'est à travers quoi tu as passé dans ton parcours de vente, ton parcours d'entrepreneur. Moi, j'ai une petite anecdote à raconter avant de te laisser partir sur ça. Je vais raconter une anecdote, OK? Parce que Pierre-Luc, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui m'a mentoré depuis le jour 1, depuis que je travaille dans la vente. Mais avant ça, on se connaissait déjà. Nous, on vient du même coin de pays, qui est la Naudière, Saint-Félix-de-Valois, Notre-Dame-de-Lourdes, qui est vraiment pas loin. Puis, plus jeune, on allait au même gym, puis c'est là qu'on a commencé à se parler. Tu sais, on s'entraînait au gym ensemble, mais toi, tu travaillais au gym. Puis moi, comme tout bon jeune de 15 ans, ben je veux de la créatine, je veux de la protéine, je veux des produits. Puis elle essayait de me vendre ça big time. Tu sais, c'était comme hey, ça c'est bon pour toi, Nick, nanana. Mais Chris, j'avais pas de scène, moi, à 15 ans pour m'acheter de la protéine. Tu sais, ça. Ça coûte assez cher. Je sais pas quand ça coûte aujourd'hui, mais ça coûtait quand même cher dans le temps. Là, tu sais, c'était genre une facture de 100-200$. Là, si tu voulais avoir une coupe d'affaires, ben à 15 ans, j'avais pas d'argent à me payer ça. Je vais toujours me souvenir la fois que ma mère, elle vient me chercher au gym, puis là, tu l'apostrophes, puis tu l'as pris, tu as commencé à y expliquer pourquoi c'était bon pour moi, parce qu'elle était convaincue, noir sur blanc, que de la créatine, ça c'était de la merde, ça c'était nocif, j'allais être en mauvaise santé à cause de ça, tu sais, tous les préjugés, évidemment, que les parents peuvent avoir pour leurs jeunes quand ils s'entraînent au gym. Je vais toujours m'en souvenir parce que ma mère, méga difficile à closer dans la vie, là, genre, ultra difficile. Tu as réussi à l'apostropher, faire expliquer que ça allait être bon pour moi, puis que j'allais être content, puis que j'allais avoir plus d'énergie. En tout cas, je me souviens plus du pitch de vente qu'elle s'est fait, mais j'étais sidéré de voir que tu as closé ma mère sur un bill de 150$. Je me souviens, je partais avec un pot de protéines, un pot de kératine, du pré-workout, une coupe d'affaires. J'étais comme shit, là, il est donc bien hot, ce gars-là. Il a closé ma mère. C'était tellement beau, ça. Ouais. Puis elle était vraiment suspicieuse, je m'en souviens. Ouais. La réalité, c'est que moi, on a fait un live jadis sur le inné versus le acquis. Là, définitivement, moi, je suis né dans la soupe de la vente. Là. À 4 ans, je négociais ma mère pour avoir probablement un plus gros souper ou un dessert. Là, j'ai toujours fait ça toute ma vie, honnêtement. T'sais. Fait que oui, moi, ça a été ma première expérience en vente. Puis je me souviens même, à cette époque-là, j'avais négocié une commission avec le propriétaire du gym. Parce qu'il me payait genre fucking salaire minimum en dessous de la table, tu sais. Puis j'ai été comme, je vais t'en vendre, moi, des produits, paye-moi une commission, puis tu vois, on va en pousser, tu sais, des produits, etc. Puis, tu sais, à l'époque, on vendait du stéroïde sous tablette, puis des affaires un peu shady, là, tu sais, mais c'était payé en salle, là. J'avais 10 à 15% sur des bouteilles de stéroïde à 250, 300$, là. C'est quand même des bonnes commissions pour un gars, t'avais quoi, à 17 ans dans ce temps-là, là? Ouais, non, 15. Ben, moi j'avais 14-15, fait que toi, tu devais être 16. 15-16, Fait que ouais, ça a été une de mes premières expériences. Fait que, tu sais, pour initier, puis je pense que c'est important que tout le monde comprenne les étapes par lesquelles j'ai passé, tu sais, pour arriver où est-ce que je suis rendu, tu sais, parce qu'on dit souvent que pour être dans l'entrepreneuriat, pour réussir à l'entrepreneuriat, ça prend une très grosse dose de résilience. Puis souvent, les gens, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi le background, tu sais. Puis, tu sais, probablement que c'est un préjugé, une croyance limitante, mais moi, je crois que quelqu'un qui l'a toujours eu facile,
risquent de trouver ça très difficile, l'entrepreneuriat. Parce que it's a fucking ride. T'as des mauvaises nouvelles, les poursuites, toutes sortes d'affaires, les finances qui flippent du jour au lendemain, les fournisseurs qui te lâchent. C'est vraiment des impondérables qui sont difficiles. Puis t'apprends quand même une capacité à rebondir à tout ça. Fait que la base de ma carrière entrepreneuriale, si on peut le dire comme ça, c'est l'achat-revente. OK? Puis pour ceux qui nous écoutent, là, l'achat-revente, c'est de prendre un bien, de l'acheter à quelqu'un, de le revendre à quelqu'un d'autre avec un profit. Pour moi, là, c'est la plus belle business, c'est le plus beau side hustle, c'est le plus beau sideline qu'il peut pas avoir parce que, bon, premièrement, c'est du cash-cash. Deuxièmement, tu t'arranges pour avoir un inventaire que tu tiens pas longtemps. Fait que tu t'assures de connaître ton produit pour être capable d'acheter quelque chose et être capable de le flipper. La plupart du temps, je flippais mes choses dans la même journée. Ouais. Fait que, moi, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, mon cercle d'intérêt, pas compliqué, c'est l'entrepreneuriat puis la chasse. Okay? J'ai deux intérêts, puis c'est tout. Fait que la chasse, pour moi, c'était vraiment simple. Je connaissais tous les modèles de guns, je connaissais tous les modèles d'arbalètes parce que je suis un vrai passionné. Pas à moitié. Je peux tout savoir c'est quoi les produits qui vont sortir en 2023. Je sais tout ce qui s'en vient. Je connais les attractions touristiques pour la chasse, etc. Fait que pour moi, c'était comme évident de commencer l'achat-revente. Fait que de fil en aiguille, un petit peu après le gym, quand j'ai réussi à avoir ma carte qu'on appelle le PPA, c'est le permis de port d'armes, là, aussitôt que j'ai eu le droit d'avoir des armes à mon nom, j'ai commencé à acheter des carabines et à les revendre. Puis j'avais un vieux monsieur dans la région de Joliette qui s'appelait Jacques, qui lui faisait ça, qui était retraité. Puis il m'avait comme un peu pris sous son aile, puis il m'aidait genre à comprendre c'était quoi les marges, puis comment on pouvait flipper des guns. Là, je dis des guns, mais c'est des armes de chasse, c'est pas des armes de poing, là. Mention importante, là. Alors, tu fournissais pas le réseau criminel de Joliette, là, mettons. Non. Ça prenait, tu sais, à l'époque, avant le défunt registre des armes canadiens, là, Stephen Harper avait mis la hache là-dedans, mais auparavant, on avait un registre des armes, il fallait appeler, il fallait transférer l'arme à un autre propriétaire, etc. Fait que j'ai commencé avec ça, puis je m'arrangeais toujours pour faire 150 à 200 $ avec un arme. Puis des fois, c'était aussi simple que je prenais le canon, je passais une guinée d'huile dessus pour faire shiner le canon, je la remettais belle, je reprenais une meilleure photo, puis je la revendais dans le même jour. Fait que ça a été ma première expérience de vente et d'entrepreneuriat. Puis tu as fait de l'argent là, en faisant ça. Là. C'est là que tu as goûté quand même au fait de « Hey, tabarouette, d'être dans la business, de vendre quelque chose, j'ai quand même de quoi d'intéressant. » C'est ça. Je travaillais à l'abattoir de poulets comme étudiant. J'attachais 6 poulets à minute. Je payé 13 $ de l'heure. Puis en 5 minutes, je faisais l'équivalent de ma paye de 8 heures. De même. Fait que là, j'ai compris que l'achat-revente pouvait m'amener ailleurs. Fait que là, de fil en aiguille, c'est là que l'histoire devient croustillante. Je rencontre un homme de Montréal. Je vais taire, en fait, je peux dire son nom, c'était Stéphane, parce que l'histoire va dire que c'était pas un vrai nom. Fait que là, déjà là, on voit que ça commence à être croustillant. Fait que le dit monsieur m'explique que, dans le fond, lui, il a un surplus de faillites. Il achète des faillites de magasins au travers le Canada puis les États-Unis, puis il a besoin d'un revendeur. Puis à cette époque-là, je commence à comprendre les rudiments de Facebook. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle La Chasse, ma passion. J'ai 15 000 membres sur cette page Facebook-là. Cool. C'est vraiment cool. Puis, à l'époque, l'algorithme est incroyable. T'sais, nous, on a 3 000 membres, puis live, on a 15 personnes sur live. À l'époque, tu faisais une publication, tout le monde voyait ta publication, c'était juste crazy. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il me dit, regarde, je te donnerais une plus petite cote, on s'entend pour à peu près 100-150$ par item, mais il dit, j'en ai des entrepôts loadés de stock. Là. C'est tout du stock neuf. Là. Fait que je me mets à vendre du stock, mais comme c'était du stock neuf, moi, j'avais testé les garanties. Fait que, mettons, je recevais une arbalète, je la montais, je la mettais neuve. Je testais la garantie, puis ça revenait, puis était valide. Fait que si tu la brisais ou quoi que ce soit, le chasseur pouvait quand même échanger. Fait que je me suis mis à vendre ça. Mais là, je me suis mis à en vendre au pluriel. Ma meilleure semaine, je pense j'en ai vendu genre 75. Puis à l'époque, à cette époque-là, je travaillais à Bridgestone Firestone. C'était comme the spot pour tous les étudiants universitaires. J'ai décidé de démissionner de cet emploi-là pour faire uniquement de l'achat-revente, puis pousser ce projet-là. J'ai jamais tenu le compte complet, mais j'ai vendu pour
peut-être plus que 500 000 d'arbalète en dedans de 2 mois. Là. C'était malade. Là. Le samedi, ma mère faisait des cookies puis du café. Puis genre, à toutes les 15 minutes, il y a quelqu'un qui venait chercher un arbalète. C'était absolument... C'était le point de revente là, numéro 1 des chasseurs. C'est ça. Puis là, moi, j'étais comme, je vais m'incorporer, je vais faire des factures, let's go. C'est réel, j'ai une opportunité, il faut que je l'explose. Fait que voilà, fait que finalement, je m'en vais, dans le fond, ma femme actuellement, Jen, je m'en vais prendre un lunch avec elle, elle était à Drummondville. Fait que j'arrive au traversier de Sorel. Puis, il y a 3 chars de police qui m'arrêtent. Mais pas des polices... la GRC. Des gars en soute, là, avec des lunettes. Là, je suis comme, c'est le FBI, là, tu sais, honnêtement. C'était pas la police normale. Là. Fait que là, ils m'enlèvent mon cellulaire, puis là, je me promenais toujours avec genre 3000$ en brun dans mes poches. Tu sais, là, moi, dans ma tête, là, j'étais de shit, là, tu sais. Fait qu'ils me saisissent toutes mes affaires, puis ils m'amènent au poste de police à Mascouche. Puis, tu sais, honnêtement, quand t'es un bon petit gars, tu comprends pas. Tu devais chier dans tes shorts un peu, what the fuck, pourquoi ils m'arrêtent en ce moment? Puis tout ce qu'ils te disent, c'est vous avez le droit de garder le silence. Là, je suis souviens, là, puis ils m'avaient mis les menottes en arrière. Moi, je suis pas conçu pour être un criminel, là, définitivement. Fait qu'ils me mettent les menottes en arrière, puis là, on a 2 heures de char à faire. Fait que là, je demande, je peux savoir les menottes en avant, je suis vraiment pas confortable. J'ai jamais vu ça. J'étais de même, là. La madame en avant, là, était tellement stressée parce que j'avais mes menottes en avant. J'imagine qu'elle avait peur que je les les autres, ils doivent en avoir vu des vertes et des pommeurs aussi, là, ils savent pas t'es qui, puis on... Ben non. Puis là, moi, je sais comment, non? Fait que là, j'arrive au poste de police à Mascouche, ils me mettent dans une cellule avec une caméra et une toilette, c'est ça qui me regarde, là, je sais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça a pris genre 6 heures avant que quelqu'un vienne me voir. Oh shit! Puis là, c'était mon... Puis là, il disait, on va t'interroger, mais avant de t'interroger, il faut que tu manges, parce que si tu manges pas, genre, ton témoignage peut être invalidé parce que t'as pas mangé, puis tu peux dire n'importe quoi parce que tu voulais juste sortir. OK, fait que j'arrive à mon interrogatoire, puis là, je suis comme, avant que je vous dise quoi que ce soit, faut me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Parce que je sais pas. Fait que là, ils me disent, tu sais, vous êtes accusé de recel pour plus de 10 000 $. Là, je suis comme, c'est quoi ça, recel? Tu sais, j'ai 18 ans, 19 ans, j'en ai aucune idée, là, c'est quoi du recel? Fait que, il m'explique que dans le fond, les arbalètes que je vendais, c'était du stock volé. Là, je comme, pas des faillites de magasins, là. C'était pas des faillites. Puis Stéphane, c'était pas son vrai nom, puis c'était pas son vrai char, puis c'était pas son vrai numéro de cellulaire. C'était un réseau de trafiquants qui, eux, ils avaient appris en prison comment acheter des numéros de carte de crédit, puis ils commandaient du stock. Moi, j'étais celui qui vendait le stock de chasse, mais lui, il y avait un gars qui vendait des équipements de vélo, il y avait un gars qui vendait des guitares, il y avait un gars qui... Puis il y avait plein de vendeurs partout qui vendaient du stock volé pour lui. Lui, il s'est fait arrêter aussi parce qu'ils ont tout remonté le modus operandi, puis ils ont arrêté tout le monde. Tu sais, moi, là, je sais pas si toi tu t'en souviens, là, j'avais 50 collants sur mon char. J'étais une pancarte publicitaire vivante, tu comprends? Moi, là, j'avais aucun doute là, que c'était croche ce que je faisais. Fait que, au final, ça finit que là, je fais mon interrogatoire, puis là, moi, je suis comme, ma vie est en danger? Là? Si tu un Hells Angels qui va me tirer si je quelque chose, tu sais? Puis il est comme, non, il dit, c'est un gros BS qui va retourner en dedans, puis t'as pas à t'inquiéter. Je suis comme, OK, tu sais, voici. Puis comme c'était pas son vrai nom, c'était pas ça, il était pas capable de tirer. Il n'avait rien de concluant. Il voyait bien, je savais pas c'est quoi. Puis dans l'article de la loi, si tu connais pas la provenance du bien fractionnel, tu peux pas être inculpé. J'ai même pas eu une absolution. Ils ont même pas pu le DCPT, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais ils ont rien fait. Ouais. Ils ont jamais rien fait. Mais, là, je reviens chez nous. Là, je braille pas, mais je suis chamboulé. Ils ont saisi mon compte de banque. J'ai plus d'ordinateur. J'ai plus de cellulaire. J'ai plus de char. J'ai plus rien. J'ai plus d'argent. Parce que 24 heures avant, j'allais au Tim Hortons puis je m'achetais un café 2 crèmes avec un brun. Moi, dans ma tête, là, c'est that shit. Fait que là, je m'en retourne à l'université à Trois-Rivières, à mon appartement, avec mon coloc, Jess. Là, je suis comme, fuck, man, ma vie est finie, là, tu sais. Je suis vraiment fini. Fait qu'à ce moment-là, je check les annonces. Il y a une chose que je sais.
je suis un esti de bon vendeur. Là. Ça, là, il n'y a aucun doute. Ça, c'est resté ancré. Là, je me suis dit, bon, OK, bon, ça, c'était un mauvais projet. J'ai failli m'échauder, mais je m'en sors indemne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vendre des choses, mais je vais le faire légalement. T'sais. Fait que je m'en vais sur Kijiji, je trouve une annonce d'emploi, du porte-à-porte pour vendre du lavage de vitres. Fait que je fais l'entrevue d'un Tim Hortons, c'était quand même creepy, là. J'étais comme, c'est bizarre cette affaire-là. Finalement, fait des entrevues c'est ça, mais ça s'était donné à être quelqu'un que je connaissais dans la région de la Nodière. Fait que je me sentais plus en confiance, parce que ce qui est important, c'est que j'ai eu une perte de confiance en l'humanité, là. Quand tu dis avec quelqu'un pendant 6 mois qui finalement, c'était pas son identité, c'était pas la bonne personne, c'était pas la. Ce gars-là, là, il m'a emmené souper avec sa famille. Tu sais, là, il bâtit une relation avec toi, il voulait que tu sois là longtemps dans son réseau, puis il était comme, OK, je vais en prendre soin. Là. On jouait au parc avec ses enfants, là. Un vrai criminel, là, tu sais. Mais c'était pas son vrai nom, ses enfants l'appelaient par le nom qu'il m'avait dit. Fait en tout cas, c'était vraiment weird. Fait que moi, là, à partir de ce moment-là, j'ai plus confiance en personne. Puis là, j'ai vraiment un problème. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. C'est pour ça que je suis entrepreneur. Mais deuxièmement, j'ai plus confiance en personne. Fait que c'est super difficile pour moi de me laisser aller. Fait que là, je rencontre quelqu'un qui vient de la Nodière, tu sais, puis voici qu'est-ce que je recherche. Fait, première soirée de porte-à-porte, je fais quasiment 100$ de l'heure. Là, je suis comme, bon, OK, on devrait être pas prêt à remonter la pente. C'est là que l'histoire est magnifique. C'est que j'ai gravi les échelons une à une. Ça aura pris 7 ans avant d'arriver à ma position ultime. Moi, ce que je voulais, c'était de devenir franchisé puis ensuite franchiseur. Fait que de fil en aiguille, j'étais rep, je suis devenu vendeur 1 mois plus tard. 6 mois après, j'étais franchisé associé. On a fait le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de la compagnie. Ça a été battu 2 ans plus tard par un des gars que j'ai coaché, William Terrien. Ça a été battu comme 2 ans après. Puis de fil en aiguille, j'ai flippé dans une autre franchise qui était la franchise de système d'alarme. Puis la même histoire s'est reproduite. J'étais franchisé. 3 ans après, je suis devenu VP de la maison mère. À l'époque, c'était intéressant parce que je connaissais tous les avantages du franchisé. Je voyais tous les problèmes du franchiseur. Fait que je me disais, en réglant les problèmes du franchiseur, je devrais être en mesure de vraiment avoir une business florissante puis que je pourrais scaler. Fait que je suis monté comme VP à 10%. Ensuite de ça, j'ai racheté le président, je suis monté à 25%. Puis dans les 12 derniers mois, dans les 18 derniers mois, j'ai racheté tous les anges financiers de cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, je suis propriétaire à 100% de cette entreprise-là. Mais l'élément déclencheur, c'est une paire de monotes. La semaine prochaine, je m'en vais. Mais c'était pas des guns, c'était des arbalètes. Des arbalètes, bien. C'est ça. Moi, tu sais, le point important là-dedans, c'est que j'en avais aucune idée de la provenance du bien fractionnel. Tu sais, puis tu sais, genre, tout le monde était comme, t'as jamais allumé. Puis moi, là, je m'en souviens, là, je vous jure, là, d'avoir dit aux policiers, Chris, 7-8 000 par semaine, c'est rien, monsieur l'agent. Puis là, il me regardait, genre, puis il pensait que je mentais, j'étais fucking sérieux, là. Tu sais, puis 5-6 ans plus tard, ils m'ont redonné mes biens, mes ordinateurs, mais tu sais, tout est fini. Là. Puis là, genre, il dit, il se souvenait de moi, là. Il dit, tu penses ça encore la même affaire? Je suis fuck yeah, mais maintenant, je le fais légalement, puis si je m'enligne exactement à la même place, tu sais. Puis genre, tu sais, je dis, si toi, tu as choisi de monétiser ton temps contre un salaire, ça te regarde, mais moi, je fais jamais ça de ma vie. Puis là, j'expliquais tout mon parcours, puis il était comme, c'est vraiment cool, le kid, let's go, tu sais, je suis content que ce soit rien arrivé pour toi, puis que tu aies pu continuer, tu sais. C'est un peu controversé d'entendre ça de la bouche d'un gars de 18 ans qui a des arbalètes, puis que là, il y a une menotte dans le dos, tu sais, c'est rien, ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Il te prend... Il te voit un peu de l'œil du jeune cocky. Puis là, sa perspective des choses, elle a complètement changé quand il a vu que tu continué. Que c'était sérieux. Ah oui. C'est ça. Puis tu sais, j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent, qui sont jeunes, vivent ce problème-là. Parce que quand t'es jeune, t'as pas le droit d'avoir des rêves. T'as pas le droit de viser grand. On va te dire, tais-toi, là, prends ton trou dans la société. Mais moi, là, à 17 ans, à 18 ans, je voulais révolutionner le monde. Puis moi, dans ma tête, à 25 ans, j'étais milliardaire. Puis c'était clair comme dans l'eau de roche. Aujourd'hui, mon focus n'est plus nécessairement sur l'argent, mais ça reste que ça fait partie de mes objectifs, puis je vais l'atteindre. Ben, je l'ai atteint. Fait que, tu sais, ultimement, c'est ça l'initialité. T'sais, quand je dis aux gens, ça vous prend de la résilience, là, cette journée-là, là, quand mon ex est venu me chercher, mes parents me regardaient, mes parents, là, ils comprenaient rien. Là. Ils ont fouillé la maison de mes parents là, en détail,
de fond en comble. Les bobettes à ma mère, ils ont passé, ils ont vidé la maison au complet. Okay? Les voisins checkaient par la fenêtre, là, il y avait 8 chars de police dans le coin. C'était une histoire complètement fucked up. Là. Fait que voilà. Ça valait vraiment la peine que tu fasses la parenthèse là-dessus, je pense, parce que ça l'explique bien ça à travers quoi tu as passé. Puis en même temps, je trouve que c'est une anecdote qui est crissement drôle à entendre. La première fois que tu m'as conté ça, on se parlait plus dans ce temps-là, mais j'étais comme You fucking kidding me, là? C'est impossible. En fait, arrêter. Mais tu sais, tu le sais pas, tu sais, t'as 18 ans, il y a un gars qui te vend tout est legit, tout est beau, mais tu sais, on parlait des raccourcis en vente dans le dernier podcast. Tu sais, quand tout est trop beau pour être vrai, c'est un beau signe que c'était crissement trop beau pour être vrai. Mais quand t'as 18 ans, t'es un peu naïf, t'es comme shit. Tu sais, j'ai une opportunité en or, ben, je surfe là-dessus, puis je vais devenir millionnaire grâce à ça. Tu sais. La réalité, c'est que tu aurais fait de l'argent en tabarouette si ça avait été une vraie opportunité, puis tu aurais pu comme la continuer dans le temps, parce que c'était ta passion, puis tu aimais ça en même temps. Tu sais, la réalité, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que les policiers ils ont débarré un moment donné, puis qu'ils ont dit, Chris, je pense lui, il voyait vraiment une opportunité, c'est que les magasins de chasse, ils font ça. Là. Okay. Toi, là, tu arrives avec un arbalète usagé là, au magasin de chasse. Là. Tu lui dis combien tu me donnes pour? Il va te dire, je te donne 500. Il la pogne, il l'accroche sur le rack, il la met à 690, tu offres un financement accordé, il y a Chris là, puis il y a 20. Ouais. Les magasins de chasse faisaient de l'achat-revente. Tu sais, moi, j'étais comme, ouais. Pourquoi? Puis tu sais, à un moment donné, quand tu regardes ça avec un pas de recul, c'est une belle façon de commencer un cash flow. Avant d'avoir un inventaire à 1 million pour un magasin de chasse, il faut que tu commences quelque part dans un petit bureau, tu accroches ça d'affaires dans ton petit bureau, puis tu commences. Puis là, il était comme, OK, il y a de la suite dans les idées, le maillet, là, tu sais, là, il est pas calme. C'est ça, tu sais, fait que voilà. Mais tu sais, je me souviens, là, tu sais, je chipais du stock en Colombie-Britannique avec des mandats poches, je recevais des chèques par la poste. C'était une grosse logistique là, en arrière de ça, pareil. Puis, tu sais, j'avais déjà une gestion d'inventaire, j'avais un Excel sheet avec tous mes biens, puis tout ce que j'avais, puis, tu sais, c'était important. Puis, tu sais, c'était quand même une superbe expérience. Heureusement, il est rien arrivé. Tu sais, mes parents qui connaissaient rien en entrepreneuriat, puis en vente, les autres, là, ils ont complètement capoté. Là. Sérieux, là. T'sais, ma mère non plus, elle voyait que du feu, parce que le policier, il a dit à ma mère, vous êtes un adulte, vous avez rien vu de pas correct. Elle faisait des biscuits puis du café pour le monde, elle était là, oh god! Sérieux, là. Fait en tout cas, fait que c'est ça l'histoire, mais c'est l'exemple de résilience. J'aurais pu abandonner ça, être genre, je fais plus confiance à personne, je me trouve une petite job. Au contraire, j'ai rebondi. Puis j'ai fini par réaliser ma vision qui était de racheter le franchiseur puis de devenir propriétaire à 100%. Puis aujourd'hui, ça, c'est une de mes plus belles fiertés en dehors de l'argent. Je m'en fous de l'argent. Mon objectif, c'était, moi, je rachète le franchiseur puis ça devient ma compagnie. Ouais. Je voudrais rebondir là-dedans un peu plus, genre pour rentrer dans le détail de justement, tu sais, le parcours entrepreneurial. Tu sais, ton histoire, c'est un peu je pourrais dire, la bougie initiale qui t'a lancé dans le monde de l'entrepreneuriat puis le goût d'être à ton compte parce que tu as vu que l'opportunité était tellement belle. Puis justement, tu as rentré dans le réseau, pour le nommer, ben, le groupe Residencia, Vitronet, etc. en tant que rep, vendeur, franchisé. Tu as gagné tous les scores pas possibles que tu pouvais en avant de toi à ce moment-là. Puis, tu sais, j'aimerais ça que les gens comprennent c'est quoi concrètement, tu sais, une expérience que tu es allé chercher. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, puis tu sais, je vais expliquer mon bout de l'histoire avec toi là-dedans aussi, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, on a été chercher de l'expérience au niveau de la vente, au niveau de la formation des gens, au niveau de l'accompagnement, parce que ce réseau-là, je trouve qu'il représente bien l'expérience qu'on est allé chercher puis comment on est capable de le faire. Puis tu as été, de loin, je crois, la figure dans le réseau qui a aidé le plus de gens. Concrètement, en termes de coaching, à toutes les années, les jeunes qui rentraient dans le réseau, pour dire c'est un réseau de franchise étudiante, les jeunes rentraient dans le réseau, toi, tu parrainais une personne à toutes les années, tu étais comme, je vais aider une personne. Tout le monde donnait leur nom parce qu'il était comme, OK, je veux me faire coacher, je veux me faire parrainer par P.L. Murray. C'est quoi cette expérience-là pour toi si on regarde ça plus que, bon, j'ai franchi les échelons? Hein? Mais c'est que concrètement, j'ai réalisé que la façon dont je travaillais, elle fonctionnait. OK? Ça prend différents métriques, c'est beaucoup de spécifications, mais j'étais comme, si je monte ma recette,
comment je le fais, comment je parle aux clients, c'est quoi mon processus de vente, c'est quoi ma stratégie de prospection et comment je l'applique avec discipline et rigueur, très important, je vais être capable de reproduire ça. Puis l'exemple parfait, c'est William Terrien. Je l'ai pris en dessous de mon aile. Puis à l'époque, lui, j'avais vendu un coaching. J'ai chargé 5 000 $ pour... C'était 5 non? C'était pas 5 non, c'était 5 000 pour l'année. Crème, il a fait 325 000 de chiffre d'affaires en lavage de vitre. Là. C'est fucking amazing. Sérieux. Il avait quel âge, Will, dans ce temps-là? 19 ans? 18 ou 19 ans. Il a fait 2 fois le salaire à sa mère cette année-là. Fait que c'est ça. Fait que ce groupe-là, ça m'a, oui, initié à la vente, mais ça m'a surtout initié à l'entrepreneuriat, puis à comment former un individu, puis à comprendre l'importance d'un bon processus d'enseignement qui amène notamment ce qu'on enseigne le plus, le processus de vente et prospection, développement des affaires. Fait que comment on peut prendre quelqu'un qui n'a aucune compétence puis l'amener le plus rapidement possible à performer. Aujourd'hui, c'est ça notre objectif. Puis c'était toujours ça mon objectif, parce que dans mes entreprises, si je prends quelqu'un qui n'a aucune compétence puis je l'amène à performer, il va être rentable pour lui puis pour l'entreprise. Ouais, ben, écoute, je pense j'en suis la preuve initiale. Quand je suis rentré dans le réseau avec toi, c'était en 2014, on se parlait plus depuis une couple d'années dans ce temps-là. Moi, j'avais terminé mon DEP en vente que j'avais détesté faire, là, mais genre, je voulais pas être un vendeur. J'avais des crédits du secondaire 5 à les terminer. Fait que quoi de mieux qu'un DEP pour faire ça? Je détestais la vente. Là. Dans mon DEP, là, je me souviens, je faisais des présentations orales. Live là, faire un live comme ça, je serais trempe là, des deux côtés. Là, j'aurais probablement les jambes qui shake comme ça. Tellement j'étais pas à l'aise de communiquer, tellement j'étais pas que j'étais nécessairement introverti, mais j'aimais pas ça être dans le public, puis j'aimais pas ça être comme toujours à proximité des gens nécessairement. Fait que, quand je suis rentré dans le réseau, on va se le dire, j'étais vraiment une pomme pourrite là, quand j'ai commencé à travailler. Je suis venu travailler avec toi parce que tu m'as apostrophé, tu as vu que j'avais fait un DEP en vente, tu as dit « Hey Nick, je le connais, OK, je vais essayer de l'amener dans le business, je veux que tu travailles avec moi. » Mais ça a été crissement difficile, tu sais, puis de là, l'important, je pense, de souligner tout ça parce que le parcours que moi j'ai fait avec toi, ça a été long. C'est-à-dire que je partais tellement de loin, je partais tellement en arrière que ça a pris du temps avant que je me développe, ça a pris du temps avant que je devienne moindrement bon en vente. Mais tout le reste, l'aspect entrepreneurial aussi, parce que dans le réseau, le chemin que tu as fait, c'est-à-dire de rep, de vendeur, de franchisé, j'ai passé à travers le même chemin que toi. Je t'ai arrêté un step en dessous parce qu'il fallait que je te tasse, sinon. Là. Ouais, c'est pas là que tu me rachètes, moi. Ouais, ça, mais c'était pas l'objectif, bien évidemment. Mais tu sais, j'ai fait le même parcours que toi parce que tu m'as apporté à faire ce même chemin-là. Tu sais, comment tu voyais ça, justement? Tu sais, moi, je suis arrivé là, j'avais pas d'intérêt, j'avais pas de motivation, j'avais pas de why de hey, je m'en vais faire de la vente parce que je veux. Moi, c'était l'argent. Là. J'étais là pour dire, tu me dis, on vend des systèmes intelligents. Je vais dire, ah, OK, c'est intéressant, vendre de la technologie, une porte qui s'ouvre avec le téléphone. Toujours été assez intéressé par la technologie. Mais tu sais, j'avais pas d'intérêt d'aller cogner des portes là, à 6 heures le soir, à moins 25 en plein mois de février. Qu'est-ce que ça m'a jamais tenté. T'sais. C'était comment de travailler avec du monde? Parce que là, je prends moi, par exemple, mais il y a tellement d'autres personnes comme ça avec qui on a dû travailler, qu'on a dû briser. C'est un aspect important, mais je pense qu'on était une belle équipe. Puis avec le leadership que j'avais, je vous amenais une vision commune d'un objectif commun pour que tout le monde en réussisse ça. Ouais. Puis j'ai réussi avec vous à développer une rivalité avec les autres franchisés. J'étais comme, OK, il faut qu'on gagne, il faut qu'on finisse premier, guys. Je comprends que ça ne te tente pas aujourd'hui, mais pense-y, on va les battre. J'ai réussi à créer comme un esprit de rivalité, mais un esprit d'équipe tellement soudé puis tissé serré. On était l'équipe qu'on a eu le meilleur taux de rétention d'employés. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on faisait que de la porte, que du porte-à-porte. Puis ça, c'est ce qui donne le taux de roulement le plus élevé dans n'importe quel business qu'il n'y a pas. Puis pourtant, chez nous, tout le monde est resté. Les piliers. Là, on était un core 5, peut-être 4-5 personnes là, qu'on est resté les mêmes. 3 ans. Oui, c'est ça. De 2 à 3 ans facile. Là, ouais. À part moi qui suis resté dehors pendant 6 mois. Là. Exact. C'est ça. Fait que la réalité, je pense que c'était ça. Mais tu sais, c'est surtout que puis moi, je suis comme le roi de la 20e chance, là, honnêtement. Là, tout le monde me reproche de donner trop de chance aux gens. Mais moi, je pense qu'il arrive toujours la bonne strike où est-ce que la personne va comprendre comment s'enligner pour que ça marche. Puis t'es l'exemple. Là. Je t'ai donné genre probablement 1000 chances, honnêtement. Ouais. Mais tu sais.
Je dirais pas 1000, mais Non, dans les 6 premiers mois, tu aurais eu 1000 raisons de me crisser dehors plus. Ça, tu l'as fait ça, une ça. fois, j'ai compris quand je suis revenu, Ouais. j'ai changé puis j'ai bien travaillé ensuite. Mais oui, tu aurais eu 1000 occasions de me crisser dehors à tous les jours que je chialais, que je voulais pas aller cogner une porte, que c'était de la style merde, ce job-là, ça servait à rien puis que ça m'apportait rien dans la vie. Aujourd'hui, je ravale ma langue en crise parce que toute mon expérience puis mon background, il vient de justement de la résilience que tu peux développer en étant en train de cogner des portes. Puis tu sais, ça peut paraître banal pour beaucoup de monde dans la vente de dire ah, tu sais, c'est juste cogner des portes, c'est une job low level, c'est une job de. C'est la job low level qui va overpass n'importe quel job. N'importe quoi. Ben, tu sais, t'as bien beau être un cadre qui gagne 150, 200 000 $ par année parce que tu t'en vas serrer des mains puis signer des contrats avec des clients existants. Ta job est facile comparativement au gars qui cogne des portes à tous les jours. Parce que t'as pas le fait de devoir te faire dire non, te faire refuser, te faire envoyer chier, avoir cette carapace-là que tu dois te build sur le dos, être capable de convaincre des gens. Bref, tous les aspects du porte-à-porte qui sont tristement difficiles à maîtriser. Mais de loin, c'est pour moi la job qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. Puis j'avais besoin par contre de quelqu'un pour le faire avec moi parce que je me serais pas lancé tout seul à faire du porte-à-porte demain matin, dire ah, je vais aller vendre, je sais pas, j'ai fait ça quand j'étais jeune, je vendais du savon que je faisais dans le bain au porte-à-porte. Ça, c'est une autre histoire. Mais la réalité, c'est que j'aurais pas fait ça tout seul parce que ça prend tellement un leadership, ça prend tellement quelqu'un qui est là pour te coacher, justement, t'aider, te donner un coup de main. Puis je pense que le succès entrepreneurial qu'on a pu avoir dans les années suite à ça, c'est grâce à cette résilience-là, en tout cas pour moi, que j'ai développé au porte-à-porte. Parce que maintenant, me faire dire non, une mauvaise nouvelle, shit Apple, gars, on va passer à travers. Don't worry, OK? Je te dis, viens faire une soirée de porte-à-porte, on va se faire chier comme du monde, après ça, ta semaine, elle va être belle. Tu sais, dans le sens que t'as bien beau aimer faire du porte-à-porte parce que c'est payant, mais ça reste que c'est une job ingrate dans un sens qui va toujours être difficile. Je peux pas dire j'adore faire du porte-à-porte. Les gens qui sont comme ça, c'est des psychopathes. Faites attention à ces gens-là. OK, attention à ces gens-là. Ouais, mais tu sais, puis définitivement, j'aime bien la comparaison, tu sais, puis pour nous, ça a été un passage obligatoire parce que c'était la stratégie de prospection qui avait un coût d'acquisition nul, qui venait vraiment faire une belle ligne de croissance dans la profitabilité pour tout le monde, hein, à tous les niveaux. Autant ceux qui performaient pas coûtaient rien, mais ils faisaient rien puis démissionnaient, que ceux qui performaient pouvaient tirer une belle ligne de revenus qui était intéressante. Fait que pour moi, un modèle de même, c'est de l'or en barre parce qu'il n'y en a pas de risque. Ouais. Le seul risque, c'est que tu te ramasses à être tout seul. Mais quand tu es badass comme entrepreneur, tu es comme, je m'en fous, tu fais non être tout seul, je vais le faire moi-même, la réalité. Fait que je pense que ça donne une bonne ligne de où est-ce qu'on vient. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle on est en partenariat, parce que tu fais partie, t'es le plus tenace que j'ai rencontré dans mes 10 dernières années. Puis il n'y avait personne d'autre avec qui je deviendrais partenaire. Fait que c'est la raison pour laquelle on est en affaires. Puis pour moi, la résilience dont tu as fait preuve et dont j'ai fait preuve, c'est ce qui me laisse croire que demain, il pourra arriver l'apocalypse, puis on va la traverser. On va passer à travers no matter what. Puis, ça, c'est juste rajouter un point sur ça, ça me fait penser, le fait qu'on faisait du porte-à-porte, qui était vraiment le moyen marketing le plus difficile, t'apporte aussi à chercher des bons raccourcis. Dans un sens que tu veux optimiser tout ton temps quand tu es au porte-à-porte. Tu dis comment je peux en sortir plus. Je sais, je gagne l'argent en cognant des portes. À tous les jours, à toutes les semaines, on allait faire notre porte-à-porte, on allait générer des nouveaux clients. Mais la question, c'est comment je pouvais apporter plus de clients. Fait qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On s'est dit, il faut devenir des kings dans le référencement. Je cogne des portes à tous les soirs, je rencontre du monde, je rush pour aller chercher une vente. Comment je ferais pour aller en chercher une deuxième sans avoir besoin de cogner 100 portes de plus? Je vais les cogner, mais sans autres portes. Mais comment je peux optimiser ce temps-là? Ça, on l'a fait au point de vue de la référence. On l'a fait ensuite, on a scalé Facebook, 2015 à peu près qu'on a commencé. 2015, 2016. Commencé avec des beaux petits concours Facebook qu'on faisait. C'est en bleu, big time. Là. Ah ouais. Personne faisait du ad. Ah non, c'était insane. Mais tu sais, le fait d'être vraiment dans quelque chose de tough, t'amène toujours à dire, hey, je peux-tu faire mieux? Je peux-tu avoir une solution encore plus facile? Puis,
on s'est planté. Je veux bien le mentionner parce qu'on parlait des raccourcis la dernière fois. J'ai plein de raccourcis que je t'ai proposé, PL, puis nombre de fois, t'as dit, non, ça, c'est pas une bonne idée. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Qu'on restait focus. Mais moi, j'étais comme le gars, je peux-tu trouver une autre façon? Tu sais, on l'a fait avec les références, on l'a fait avec le Facebook, on l'a fait ensuite de ça, avec même le Google Ads, qu'est-ce qu'on était allé chercher, tous les autres moyens qui nous ont permis de scaler encore plus vite. Mais ça reste qu'encore aujourd'hui, tu sais, là, ça ne tente plus à personne de faire du porte-à-porte dans l'ère actuelle. Ta business, tu la fais vivre avec 2 autres fronts, mais ça reste que si quelqu'un a une business à partir puis il va avoir un coût d'acquisition de zéro, éliminer le risque, puis avoir de quoi à skyrocket, c'est un service pour la maison, pour un propriétaire, monsieur, madame, tout le monde. Du porte-à-porte, ça va toujours rester quelque chose qui va fonctionner si tu as une bonne approche, si tu es capable de te démarquer dans la vente parce que des gens avec des portes, il va tout le temps en avoir. Fait que tant aussi longtemps, le monde, on va vous dire, le cold call, c'est de la merde, le porte-à-porte, c'est de la merde. Tu sais, on a déjà parlé de ça, mais ça va perdurer dans le temps parce que ce moyen marketing-là, c'est comme, nos ancêtres le faisaient, on va le faire encore, puis on va le faire dans des années encore. Puis ça reste un océan bleu. Ouais. Faut être fou pour aimer le porte-à-porte. Puis pour être bon porte-à-porte, là, c'est une poignée de sales reps ou d'entrepreneurs qui sont capables. Fait que pour moi, quelqu'un qui a l'audace de le faire, let's go. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui le fait. T'sais, fait qu'il y a définitivement des opportunités à faire. Là. Fait que, de fil en aiguille, je pense qu'on veut se diriger vers comment on a créé H2H Academy. Fait que la suite de l'histoire, c'est H2H Company. Fait que ça, là-dessus, je te laisserai initier. Je veux initier, en fait. Mais tu sais, c'est important de commencer à dire que à travers nos années dans justement le modèle de franchise dans Residencia, tu sais, on faisait du coaching déjà envers des individus puis envers des entrepreneurs. Parce que toi, tu t'occupais pendant un moment des franchisés et tout, puis moi, après, j'ai pris ton rôle pour m'occuper de tous les franchisés pour que toi, tu sois vraiment dans la gestion optimale de la business. Donc, d'avoir coaché, d'avoir travaillé avec des entrepreneurs, ça faisait déjà partie de nous. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours allumé, l'enseignement, aider les gens, former. C'était mon dada aussi. Il y avait des formations à faire, c'est moi qui les donnais. J'en donnais 1, 2, 3 par semaine moi-même. C'est ce que je préférais de loin. Ça a toujours resté dans le derrière de ma tête. Puis, un moment, nos chemins se sont séparés. Je suis parti à mon compte, parti une business. Je me suis pété la gueule. Bref, de fil en aiguille, je suis allé enseigner dans un centre de formation professionnelle qui est le CFP des Riverains à Repentigny, où j'avais d'ailleurs été étudiant dans le cours de lancement d'entreprise et vente conseil. Puis moi, c'est là que ça a commencé, que j'ai vraiment eu un flag. Quand tu enseignes un cours pour le gouvernement, tu peux pas changer le cours. À l'université, je sais qu'il y a, puis même au cégep, il y a peut-être des cours que tu peux plus adapter. Là. Je parlais avec un de nos étudiants qui me disait qu'il est prof, justement, puis qui lui adapte le cours de la façon qu'il veut. Son examen, c'est lui qui le fait. T'sais. Moi, j'avais les mains là, liées, comme toi en arrière dans le char de police. Là. Même affaire, je ne vais rien faire. J'enseignais un cours auquel je ne croyais pas. Quand j'ai fait mon cours de vente, pour moi, c'était comme tout nouveau de la vente. OK, c'est cool. Mais aujourd'hui, je me rends compte que dans le monde où on est, les gens ont besoin de beaucoup plus s'ils veulent performer en vente. Les gens vont penser qu'ils vont faire un DEP en vente puis qu'ils vont sortir faire 100 000 par année. No shit, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut que tu sois colissement chanceux. Je vais te dire, ça va être de la chance. Tu tombes sur une job qui va te permettre de faire ça. First year, c'est que tu vas aller justement serrer les mains avec un portefeuille de clients existants. Il faut que tu aies des plugs probablement. La réalité, c'est que je me rendais compte que ce qu'on enseignait, pour moi, ça ne me rejoignait pas parce que dans les années précédentes, ce qu'on a tout enseigné à nos franchisés, à nos vendeurs avec qui on a formé des gens time over time, parce qu'il y en a passé des gens dans le porte-à-porte, veut pas. Ça fonctionnait pas, ce qui était enseigné pour être un bon vendeur, pour être performant. Puis moi, je voulais changer le cours. J'étais comme, OK, on va modifier des choses. Puis j'étais bloqué. Comme j'ai dit, j'avais les menottes. C'était impossible de modifier un cours. Il fallait que ça passe par 3 paliers en haut de moi. J'avais pas d'heures de cartable qui me donnaient, ce qui sont des heures à travailler sur le plan de cours. Ils voulaient plus m'en donner parce qu'ils pouvaient pas me payer à faire ça. Fait que ça servait absolument à rien. Moi, ça a été un gros trigger. Je fais, Chris, c'est bien plate, c'est juste ça que le monde en vente y aille aujourd'hui. S'ils veulent se former vraiment en vente au Québec, c'est genre ça qui est le raccourci ou ça qui est le plus médiatisé, là, si on veut. Là, tu veux te former en vente. Ouais, c'est assez commun. Là, tu t'en vas faire un DEP en vente, mais ça apporte pas ce que tu as besoin en vente. Fait que moi, je me suis dit, il faut que j'aille le monde en vente, no matter what. Par le biais, j'étais allé travailler avec Leadflow, agence web. J'étais comme sous-traitant pour eux, je faisais la vente de 100% de leur service. Donc, j'ai commencé à faire du marketing puis travailler avec des entrepreneurs
qui génèrent des leads, qui payent des milliers et des milliers de dollars par mois en lead gen, en acquisition de clients. Puis je voyais à quel point, tabarouette, leur processus de vente, ils l'avaient pas pantoute. Eux autres, ils voulaient juste des leads, puis on veut plus de ventes. Ah non, on regardera pas si notre processus est meilleur. Si on veut plus de ventes, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le budget. That's it. C'était le seul réflexe de ces gens-là tout le temps. Alors que ça prend beaucoup plus de science que ça pour garder à l'interne dans notre entreprise, pas juste pointer une agence marketing du doigt quand nos ventes ne vont pas bien. Puis ça a été un autre trigger pour moi que j'ai fait. Les entrepreneurs dans la vente, ça marche pas. Ils n'ont pas la recette, ils n'ont pas quelque chose de sharp, ils veulent le raccourci. Ils veulent juste avoir des leads puis mettre du volume. Alors que nous, chez Residentia, c'était l'inverse. Hey, on voulait diminuer le volume au maximum pour avoir le taux de closing le plus haut. Puis toi, dans ta business, c'est encore comme ça aujourd'hui. Là. Ouais. Si les gars, ils closent moins, tu fais quand vous closez moins, on va mettre moins de leads. Prenez plus de temps avec vos leads. En voulant dire, chaque lead est important, faut convertir. Puis, de fil en aiguille avec ça, j'ai lancé un service marketing on the side que j'aidais des conseillers en sécurité financière et d'autres types d'entrepreneurs à générer des leads sur LinkedIn, faire du growth hacking. Puis j'ai essayé de closer ça à PL. First things first, je disais, hey, PL, on pourrait faire du recrutement. C'est vrai, c'était pour du recrutement, je pense. Que au début. Pour ça. Puis comme PL, on pourrait faire du recrutement. J'ai un système automatique sur LinkedIn. Ça peut t'aider à trouver du monde dans ton équipe. Tu l'as acheté tout de suite. Puis 2 minutes après, tu as dit, hey, je veux des parts, je veux qu'on fasse ça ensemble. C'est ben trop hot ton affaire. J'embarque. J'étais comme, là, t'embarques, là. J'embarque. J'étais comme, OK, on va faire ça. J'ai compris, tu sais, ça va. T'as tellement assumé que j'étais comme, j'allais dire oui all the way, mais t'avais tellement raison parce que dès que tu me proposais ça, j'ai fait, ah, shit, let's go, si avec PL, je sais que je vais exploser ça big time, tu sais, je vendais mon service 300$ par mois en l'intérieur d'un mois, là, monté de 300 à 750. Peut-être quand t'es rentré, t'as dit ça vaut plus cher que ça. Tac, on a mis à jiver sur les chiffres. On s'est mis à targeter une clientèle cible. On a poussé sur cette clientèle cible-là. Puis on était allé chercher quoi, un recurring de, je pense, 10K par mois au plus haut, là. Ouais, 15. On a monté jusqu'à 15K par mois. Puis c'était comme, c'était quoi, 90% de marge, là. C'était pas incroyable. C'était de la grosse marge. Mais tu sais, c'était pas incroyable. Je mettais 7 heures par semaine là-dessus. Tu mettais 7 heures par semaine là-dessus parce que je travaillais full-time avec les flows en même temps. Ouais. Fait qu'on a scalé ça, puis je pense que c'est important que je le mentionne, puis ça nous a fait réaliser encore une fois que le monde, avec des leads, ça sert à rien si on les éduque pas sur la vente. Parce que là, on avait des clients insatisfaits, puis nous autres, on donnait un service de feu, là. On travaillait pas pour nos clients, tu sais, je prenais le temps toutes les semaines, je rencontrais, je m'assurais que tout était up and running, ça fonctionnait pour eux. De comme, ça marche pas, j'ai pas de lead. Là, t'as pris le temps de t'asseoir, je me souviens, avec le premier, t'es sorti de la rencontre, t'as dit, Nick, genre, ça marchera jamais, lui, là. Il vend n'importe comment. Il propose, il propose son prix pratiquement en ligne aux clients, tu sais, en voulant dire, ça marchera jamais. Là, j'ai fait, les shit, OK, tu sais, veux-tu lui donner un coup de main? Je me suis dit, on a fait de la consultation gratuite, là. Gratuite, hein. Pendant 3-4 mois, là. On voulait qu'il close, parce que s'il closait, il gardait notre service, puis ça marchait, tu sais. Fait que là, on s'est mis à faire de la consultation. Là, on voyait des gens qui commençaient à s'améliorer, à avoir plus de recrutement, plus de ventes, plus de mandats. Puis c'est là qu'on s'est dit, crème, il faut faire de quoi pour ça. On ne peut pas donner notre temps non plus parce que là, ça augmentait notre charge de travail pour le même revenu qu'on gagnait aussi. Là. On faisait pratiquement plus de coaching que de, comment je pourrais dire ça, d'opération. Développement des affaires. Oui, développement des affaires, puis voire même d'ajuster notre automation, de le mettre plus... Je pourrais dire, on point, c'était mieux qu'on soit en vente avec eux qu'on fasse ça, tu sais, parce que c'est ça qui allait les aider le plus. Parce que l'utopie de ce modèle d'affaires-là, c'était un robot qu'on commercialisait à 90% de marge, mais l'objectif, c'était de ne pas parler aux clients. Ouais. C'était genre, on met ça en branle, on collecte le cash, vous générez de la business, puis that's it. Mais là, on s'est mis à se rendre compte qu'il n'était pas capable de closer. Mais tu sais, nous, là, je les voyais, les livres, j'étais comme, tabarnak, comment t'as fait pour échapper ça? Fait que là, c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment une problématique que toi, t'avais vu chez les flows, puis là, on l'a vu encore plus. Ouais. Parce que si ces gens-là savaient vendre, aujourd'hui, on collecterait à peu près entre 30 et 40 000 $ par mois. Ah, sûrement. De même, là, tu sais, là. Ça, c'était le issue de ce business-là. C'était le selling skills qui n'était pas bien compris puis bien acquis pour nos clients à l'époque. Définitivement. Puis c'est là que commencer... en fait, moi, je travaillais, je faisais la pub pour
des coachs de business, des coachs de différents trucs. Je faisais de la pub, j'étais comme, c'est le fun leur business. Genre, ils ont un beau business model, ça a l'air d'être un payant, ça a l'air d'être le fun à faire parce que tu as un horaire quand même cool, tu fais du coaching avec des gens. Comme je l'ai dit tantôt, moi, la formation, le coaching, c'est toujours été mon dada. Fait que là, j'étais comme, le monde a besoin d'aide en vente. Dans ma face, je vois un modèle de coaching, genre, qui est vraiment performant. Je dis, OK, il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis on crée ce H2H Companion aux poubelles. J'ai dit, fuck that, on se concentre pas sur 2-3 affaires en même temps. On crée ce H2H Companion aux poubelles et on se lance big time dans le coaching, la formation, dans la vente, dans l'accompagnement en vente parce que pour nous, là, le besoin, là, on le voit, puis tu sais, là, ça fait 1 an qu'on le fait. On a fait une différence, on a fait un changement, on a aidé beaucoup de gens. Mais encore, on a touché juste la mini-pointe du iceberg. Parce que à tous les jours, on le voit. On se fait pitcher des produits par XY compagnie parce que je magasine un ci, je magasine un ça, je demande un offre de service. On se fait pitcher, je le vois. Les gens ont de la difficulté à vendre leur service. Ils vendent leur service comme si c'était une cuisse de poulet au Saint-Hubert. Non. Puis, je veux faire du pouce parce que, tu sais, pour moi, j'ai un background scolaire. Mon objectif pendant la pandémie, c'était de terminer mon MBA en gestion d'innovation pour pouvoir enseigner à l'université. Puis, bien que tu sembles dire qu'il y a un peu plus de latitude à l'école, à l'université, il y en a pas tant que ça. En tout cas, pas pour quelqu'un qui est en marge de la société comme moi, ultimement. Moi, je fonctionne vraiment en marge. L'autorité, le syndicat, je suis contre ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment me laisser libre recours à ma pensée pour être capable de donner de la qualité. C'est sûr, il faut suivre une track. Mais à l'université, quand j'ai dit, moi, je veux devenir chargé de cours, j'aimerais ça amener une nouvelle touche d'expérience parce que ce que je reproche à l'université, c'est que la très grande majorité des enseignants n'ont aucune expérience pratique, c'est que de la théorie, alors que concrètement, de la théorie, quand la marde pogne, c'est que la théorie, ça sert à pas grand-chose. Fait que, tu sais, je voulais ultimement amener ma touche, puis ils m'ont bloqué toutes les portes. T'sais. Fait que, je pense que le moment était vraiment parfait de dire, ben, you know what? On ouvre notre école de formation, puis on trouve nos étudiants nous-mêmes. Fait qu'à ce moment-là, on savait qu'on allait pouvoir le faire à notre goût, puis c'est qui nous juge? C'est nos clients. Puis en ce moment, je pense que les 127 de cette année sont plutôt satisfaits de ce qu'on a fait. Fait que on a réussi notre évaluation haut la main, là, définitivement. Ouais, puis tu sais, pour vrai, j'ai jamais eu le feeling d'être autant sur mon X qu'en ce moment de toute ma vie. Là. Tous les rôles que j'ai occupés, toutes les places que j'ai été, j'ai jamais été sur mon X comme ça, puis dire, si je me réveille le matin, genre, puis je m'en faire de quoi que genre je trippe de faire. Oui, il y a des journées plus tough. Les lundis, il faut que je book des rendez-vous jusqu'à 8h30, 10h le soir. Elle sait qu'elle va être dure cette journée-là. Comme n'importe qui est fatigué, qui manque d'énergie, genre là, en ce moment, faut que j'aille dormir pendant 2 semaines. On va se revoir dans 2 semaines. Mais la réalité, c'est que est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Puis ce qui me rend le plus heureux dans tout ça, c'est de voir à quel point ça fait un changement pour les autres. Tu sais, au-delà de l'argent, on a une business super profitable. Ça serait vraiment ironique qu'on ait le contraire quand on enseigne aux gens comment le faire. Mais on a un business super profitable, puis on veut aider les gens à voir exactement ça pour eux, dans leur modèle d'affaires avec leur clientèle cible, ce qu'ils ont besoin. Puis quand on se rend compte que hey, nos étudiants ils passent de là à whoop, coche de plus tout de suite, ils nous disent hey là, tel client, on a eu un beau message hier en plus. Une de nos étudiantes dit un client, jamais j'aurais closé ça de ma vie. Genre, je sais pas comment j'ai fait. Conseiller en sécurité financière, closer un gros portefeuille que jamais elle aurait eu la confiance de la cliente. C'était sketch, c'était difficile. Mais parce qu'elle a suivi HEH, elle était en mesure de le faire. Puis ça, c'est genre, j'écoutais son message hier, j'étais comme, c'est frisson. C'est que c'est hâte de voir ça, pour ouais, parce que over l'argent, oui, on est des capitalistes bien assumés, mais over l'argent, pouvoir aider des gens à tous les jours. T'sais, au party H2H, on a eu un party de Noël. D'avoir un couple, je les nommerai pas parce que je tiens à la confidentialité, mais ils pleuraient, là, les deux, là. Puis ils m'ont fait un hug immense, là. Ils étaient comme, tu sais, genre, merci tellement d'avoir fait exploser notre business, tu sais. Fait que j'ai jamais, même moi, je suis définitivement sur mon X fois 1000 en ce moment. J'ai jamais eu autant, genre, l'impression de faire une différence, tout en gagnant ma vie, tout en faisant ce que moi je veux, ma vision pour ma business, mais tout en aidant les gens, puis
en faisant évoluer l'entrepreneuriat du Québec. Tu sais. Puis, je pense que notre nouvelle vision, ça va être de contribuer à l'élaboration puis à l'amélioration de l'économie par l'augmentation des ventes des travailleurs autonomes puis des entrepreneurs du Québec. Tu sais. Puis, tu sais, dans 5 ans, on va peut-être avoir formé, on en parlait hier, là, dans 5 ans, on va peut-être avoir formé plus de 1500 entrepreneurs. On va être une institution reconnue avec les efforts qu'on met aujourd'hui. J'ai très hâte de voir ça va être quoi dans 5 ans. J'ai hâte de voir parce qu'on va réécouter ce podcast-là dans 5 ans aussi, puis on va faire Chris, on était-tu on point ou on n'était pas on point? Puis peut-être qu'il y a des gens qui l'écoutent en ce moment puis qui sont 5 ans plus tard parce que ça va vivre dans le temps, évidemment, un podcast. Fait que si en ce moment, t'es en 2027 ou 2028 puis t'écoutes ce podcast-là, va voir comment de reviews on a sur Google puis comment de clients on a sur notre site web. On va l'afficher quelque part, c'est sûr. Fait que, donner une idée si on était juste dans nos paroles ou non. Mais je pense que notre estimé est très légitime par rapport à nos ambitions et qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ouais, mais tu sais, quand on regarde en arrière, je trouvais ça bien de faire un podcast storytelling de c'est quoi notre background, tu sais, parce que ça rend fier de prendre un moment puis de regarder c'est quoi, par où on a passé, tu sais. Ouais. Parce que du porte-à-porte à moins 35, là, quand je chantais plus aucune de mes orteils puis aucun de mes mains, mais que je croyais tellement à mon projet puis que ça allait marcher, aujourd'hui, j'ai de la reconnaissance pour ça parce que je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Tu sais. Puis quand on dit aux gens, c'est dur la prospection, là. C'est pas c'est vrai que c'est dur. Tu me dis ça, là, février 2015, je l'ai en tête à toutes les années au mois de février, j'y repense. Puis juste l'autre soir, je marche pour aller au parc à côté avec mon chien, tu sais. Puis, tu sais, il fait noir, il est 6h30 le soir, puis tu vois du monde manger dans les maisons. À chaque fois que je marche le soir comme ça, je me rappelle de quand je cognais les portes. Toutes les soirs. En hiver, là, surtout l'hiver, on dirait que j'ai le feeling de genre, je me souviens parce que c'était chiant l'hiver, c'était dur, ça me jouait dans la tête, c'était tough moralement. Puis là, je suis comme, hey, v'là, tu sais, là, on est en 2022, v'là 8 ans, j'étais en train de cogner des portes dehors. V'là 8 ans, v'là 7 ans, v'là 6 ans, v'là 5 ans, j'étais en train de cogner des portes dehors en plein hiver comme ça, genre. Fait que je suis comme, tu sais, ça a été tough, là, passer par tout ça, puis faire du porte-à-porte longtemps même, ça a été tough. Puis moi, honnêtement, toi, tu le voyais peut-être, mais moi, dans mes débuts, j'étais une pomme pourrite, hein, puis je voyais pas où je m'en allais avec ça. Je faisais du porte-à-porte avec, puis je broyais du noir en avant de moi. Là. Fait que c'était crissement dur, mais c'est tellement hâte de voir justement l'évolution. Puis pour ceux qui démarrent, justement, tu sais, on en voit beaucoup des entrepreneurs qui sont dans leur première année, deuxième année, troisième année, puis c'est tough, puis tabarnak, hey, c'est rushant, puis ils vivent des émotions, puis on les voit vivre ces émotions-là, mais moi, je suis comme, genre, it's gonna get better. Tu sais, tu fais la bonne chose en ce moment. Tu viens chercher du support, tu t'informes, tu veux être meilleur, tu veux être dans une meilleure position, puis c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, les entrepreneurs, puis là, il y en a qui vont nous écouter aujourd'hui, qui vont dire « Ouais, c'est bullshit, un autres, puis un Chris, sont fendants, ils disent qu'on... » C'est sûr, mais si on est au Québec, là, quand même, on s'attendra pas à d'autres choses. Mais les commentaires positifs, c'est à peu près impossible. Quand je regarde notre TikTok, je suis comme, on est des imbéciles profonds, man, pour les haters qui nous commentent. C'est incroyable. Il y a une idée des fois que c'est de générer des commentaires parce que ça fait parler, ça. Écoute, c'est ma force, mais techniquement, ça reste que genre ces entrepreneurs-là avec qui on travaille, qui vivent des difficultés puis qui vivent comme ça au début, j'espère juste qu'en comprenant le background puis le cheminement, ben, tu sais, là, on parle d'une autre, mais tu sais, il y a tellement des entrepreneurs dans le monde qui ont passé par des affaires, voire bien plus que nous, puis que ça a été bien plus difficile aussi. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est tough. La vente, c'est tough. Ça prend de la résilience. Faut être capable de continuer puis de s'essuyer les mains quand ça va pas bien puis de repartir. Exact. Je pense que ça fait un bon tour du background. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis je pense que dans un autre podcast, faudrait parler de notre why. Parce que, tu sais, on a parlé de résilience, mais maintenant, qu'est-ce qui nous tient accrochés à pousser la machine? Tu sais, aujourd'hui, je pense pas, tu sais, je voulais pas sauter là-dedans. Je voulais vraiment qu'on garde le track record de où est-ce qu'on vient, puis pourquoi on est rendu là. Mais faut définitivement parler plus du mindset, parler plus du pourquoi on avance, tu sais. Ouais. Parce que définitivement, on a des rencontres avec des gens qui savent pas pourquoi ils travaillent. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est une grosse difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs d'être en business sans savoir pourquoi on est en business parce que c'est le même. Puis, je suis là.
c'est plus difficile de se motiver. Ouais, très bon point. Je suis d'accord avec toi. On en fera un prochain live bientôt sur ça. Un live, un podcast, whatever it is. Good. Fait que moi, je vais rapper avec ça. Donc, on va se revoir dans un prochain épisode. All right. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous tout le long de l'épisode. J'espère que ce fut divertissant pour toi de nous connaître, de comprendre un peu d'où on vient, notre background. Encore une fois, je te demande une seule et unique chose. Si tu as apprécié le contenu, si tu crois que ça pourrait aider d'autres personnes, H2H Academy, ton ami entrepreneur, ton frère qui se lance comme conseiller en sécurité financière, comme courtier immobilier, n'hésite pas à partager le contenu sur les médias sociaux. Tu peux maintenant nous retrouver sur Instagram, h2h.academy, où est-ce que tu peux partager le contenu. C'est super apprécié. Puis pour vrai, c'est ce qui fait la différence pour nous. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode.